Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, dans cet épisode, c'est le grand retour de Léopold. Comment ça va, Léopold, aujourd'hui? Bonjour à tous, ça va, écoutez, content d'être de retour. Eh bah oui, parce que ça fait un petit moment qu'on t'a Ouais. pas vu. Alors que l'autre invité de ce soir, c'est ce bon vieux Joff qui est avec nous, et qui était Bonjour, là dès le premier épisode. Ça va, la forme aussi? ça va, tranquille, tranquille. Nice. Bah, ça fait très plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau en cette magnifique soirée du 21/02/2023. Il y aura aussi sûrement Maxime qui passera peut-être nous faire un petit coucou, mais c'est pas encore sûr, on sait pas vraiment quand est-ce qu'il va arriver. Et aujourd'hui, on va pas mal parler de guerre, puisqu'il y a Léopold qui est présent. Et du coup, je crois que tu as un espèce de petit jeu, un petit quiz à nous faire faire. Tout à fait, écoutez, que savez-vous du Vietnam? Qu'est-ce qu'on sait au final du Vietnam? J'ai rejoué il y a pas longtemps à Rising Storm Vietnam, et je me suis dit, Oui. au final, qu'est-ce qu'on en sait, quoi? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le Vietnam? Moi, ça m'évoque la jungle, la boue, les arbres qui parlent, la folie des États-Unis d'Amérique. C'est la guerre froide, plein de films hollywoodiens incroyables. Ouais. C'est un peu tout ça, tout ce que ça m'évoque, moi. Oui, tout à fait, voilà, c'est exactement. C'est quand on parle de Vietnam, dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, c'est exactement ça. C'est le soldat américain qui est en sueur dans des rizières, dans les jungles, avec un Viet Cong qui est en pyjama, caché dans les buissons, tout ça. Et toute cette imagerie nous vient des films, Apocalypse Now, Full Metal Jacket. Donc finalement, on se rend compte que tout ça, c'est quand même des bons gros clichés qui Oui. méritent quand même d'être bien relativisés aujourd'hui. Ok. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer d'en défaire 10. Il y en aurait beaucoup plus à dire, hein, on est d'accord, mais on va déjà essayer de faire ces 10-là pour essayer de débroussailler la jungle. Ok, ça marche. Ok. C'est Très cool bien. parce que c'est vrai que c'est une période qui est pas souvent abordée dans les trucs qu'on C'est débunk, ça. donc bien motivé, ouais. Je t'écoute. Alors, première affirmation. Le soldat américain vit un enfer au Vietnam. Vrai ou faux? Moi, techniquement, je dirais vrai, parce qu'on est quand même sur une guerre, mais après... Mais après, j'aurais envie de dire que ouais, les bases arrière doivent être plutôt tranquilles, peut-être, Mais j'imagine. on va dire que comme tu veux chercher le débunker, tu vois, ça va être C'est faux, ça, mais bon, c'est toujours pareil, tu sais. Mais après, ben, oui... C'est faux, effectivement. C'est un cliché classique. C'est le soldat américain errant, ne sachant plus où il est dans la jungle, environné de soldats Viet Cong de partout. Ouais, c'est vraiment ça l'imaginaire. T'as Exactement, complètement, c'est le extrêmement Viet Cong qui réducteur. débarque de n'importe où, tu vois. C'est Charlie qu'on ne voit jamais. C'est ça, c'est ça, c'est Predator, tu vois. complètement, ouais. Ils se font dans la... Non, mais c'est ça, ils se font dans Ouais. dans le décor et ils sortent de sous terre, ils sortent de partout. Pour en redisparaître juste après. Mm. Et en Et fait, faire à nouveau. l'immense majorité des soldats américains n'ont pas vu la guerre, n'ont pas vu les combats. Selon des estimations, on est entre 10 et 25% de combattants, de soldats US qui ont réellement combattu. Ok, c'est peu, effectivement. En 1968, donc au plus fort de la présence américaine, on a à peu près 40 000 des 525 000 hommes sur place qui sont des fusillés, donc une proportion de 7%. Ok. Ça se traduit surtout par le goût américain pour le bien-être de ces soldats et la logistique, une logistique très très lourde, c'est une armée lourdement mécanisée. Donc ce qui fait qu'on a en fait une armée à deux vitesses au Vietnam, avec des unités qui sont surutilisées, les paras, les marines, les hélicos, la air cave comme on dit, et qui subissent du coup de lourdes pertes, les plus lourdes pertes. Et on a l'arrière, donc l'énorme majorité des soldats, qui vivent dans des conditions assez indécentes sur un terrain de guerre. Par exemple, à la base de Long Binh, dans le sud Vietnam, on dénombre 81 terrains de basket, 3 terrains de football, 12 piscines, des mini-golf, de la ventilation, etc., etc., etc. Donc, l'immense majorité des soldats américains vivent plutôt dans le luxe. Même du luxe, presque. Ouais, hein, voilà, ouais. comparé à ceux qui sont au combat. Donc, ils ont été surnommés d'un petit surnom pas très gentil, les REMF, R-E-M-F-S, alors pardonnez mon accent anglais, les Rear Echelon Motherfuckers, les enculés de l'arrière. D'accord. Ok. Deuxième phrase, les États-Unis n'ont pas été seuls au Vietnam. N'ont pas été seuls au Vietnam? Oui. Tu veux dire, il y a d'autres armées qui sont venues avec eux? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, Parce qu'il y a les Canadiens qui ont participé.
Tout à fait. Les Canadiens, pardon, Les Australiens. Les Australiens, pardon, excuse-moi. Exactement. Australiens. Ils ont certes dominé par leur technologie, mais ils sont très très loin d'être seuls. Tout simplement, les Vietnamiens, l'armée du Sud-Vietnam, puisqu'ils sont, elle Oui, encadre c'est vrai, 1 million d'hommes à son apogée. Et en 1968, encore au plus fort de l'intervention américaine, on dénombre 50 000 Sud-Coréens, Ok. 75 000 7500 Australiens, excusez-moi, 500 Néo-Zélandais, 2000 Philippins, 800 Thaïlandais, aux côtés de 530 000 soldats américains. Ok. Ça en fait quand même pas mal. Hein. Et ces soldats, ils font pas de la figuration. C'est pas juste dans des opérations secondaires, puisque l'armée sud-vietnamienne recense quand même 1,5 million de pertes durant cette guerre, dont 300 000 morts. Et même les Coréens, on aura pu penser peu combatifs, puisque c'est pas vraiment leur guerre, et sur les 312 853 Coréens qui défient le Vietnam, il y en a 5 000 morts. Donc ça fait quand même une bonne part de l'effectif, sans compter les blessés et les disparus. Troisième affirmation, les médias américains sont pro-guerre. Ouais, j'imagine que c'est pas forcément le cas, ça doit dépendre des médias. Eh non, c'est vrai. Ah ouais? Ok. Ah, d'accord. Dans la majorité des cas, ils ont plutôt approuvé l'intervention. Ils ont relayé les informations du Pentagone, les informations officielles et leurs propres constatations sur place. Ils sont même plus pro-guerre que l'opinion. D'accord. Ils reflétaient du coup pas vraiment la véritable tendance, mais évidemment en plus, ce qui alimente la confusion, on dit que les médias étaient quand même anti-guerre, c'est parce qu'ils publiaient des points de vue aussi anti-guerre. Donc voilà. Ouais. Ils avaient des chroniques anti-guerre, mais dans l'ensemble, c'était plutôt une approbation de l'intervention au Vietnam. Ok, d'accord. D'accord. La quatrième phrase, l'US Air Force a gagné la guerre et cette guerre a été perdue ensuite à terre. Vrai ou faux? Oula. Là, tu veux dire, du coup, c'est en gros, c'est l'aviation a très bien fonctionné, mais par contre, c'est Ouais. les Marines sur place qui ont mal géré. Exactement. J'aurais envie de dire non, ça me paraît pas très sympa quand même de dire ça. Mais après, bon, je ne sais pas. Ouais, moi j'aurais dit vrai, tu vois. Effectivement, ils ont bombardé tout et après c'est le cliché, bien sûr, que une fois qu'ils sont sur le terrain, tout se passe pas comme prévu, donc du coup ils se font défoncer. Enfin, mais bon, c'est le cliché, donc j'aurais dit vrai. Mais... Et oui, effectivement, c'est Marc qui a raison, c'est faux. Ok. La légende vient en fait d'assez tard dans la guerre, en 1972, décembre 1972 exactement, lorsque l'US Air Force intervient lors de l'offensive nord-vietnamienne de 1972, en la bloquant et en allant pilonner le Nord-Vietnam. Ok. Le forçant Hanoï, donc le Nord-Vietnam, à signer les accords de Paris. Et cette victoire, du coup, serait gâchée par l'invasion du Sud en 1975, invasion, du coup, non permise par la non-intervention de l'US Air Force, interdite par Washington. Ok. En fait, cette légende, c'est une légende. Cette intervention de l'US Air Force en 1972, c'est une défaite américaine, en fait, puisque tactiquement, elle enraye cette offensive avec l'aide de l'armée sud-vietnamienne, mais c'est pas aussi efficace qu'on le prétend. Mm. Et surtout, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça change l'enjeu stratégique, la donne stratégique du moment, et en fait, ça change rien. Puisque dès 72, en fait, le gouvernement américain cherche une porte de sortie avec les accords de Paris. Et l'offensive, donc du coup, gagner la guerre ne veut plus rien dire pour Washington. Mm. Tout ce qu'ils veulent, c'est se retirer du Vietnam. Ok. D'accord. Donc du coup, mais par la suite, cette légende va s'installer et l'US Air Force va bien entendu ne rien faire pour contredire cette légende, puisque elle veut garder l'illusion qu'elle peut gagner des guerres toute seule. La fameuse illusion qu'on peut gagner les guerres uniquement en bombardant. Ça a déjà été un mythe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais pensaient pouvoir faire plier l'Allemagne en la bombardant nuit et jour, qui n'a rien donné. Et là, pareil. Donc du coup, elle a rien dit, elle s'est tue, et la légende a pris place dans l'imaginaire collectif. C'est un peu le mythe aussi en Afghanistan, enfin toutes les dernières guerres aussi. Enfin, Oui, tout à fait. où on bombarde. Beaucoup, sur l'appui aérien pour éviter la perte d'hommes au sol, quoi. Sauf que les bombardements sont inefficaces. Mm. Cinquième phrase. Les combats dans la jungle sont la règle. Je dirais non parce qu'il y a quand même beaucoup de combats en ville Ouais. aussi, non? Oui, puis après c'est le Vietnam, j'imagine, c'est pas que de la jungle. Enfin, tu vois, il y a Oui, il doit y avoir Il y a- d'autres territoires. Ouais. des fois des plaines, et, enfin,
Ouais, ouais, le Vietnam offre une grande diversité de paysages. Vous n'êtes pas laissé avoir. J'ai joué à Rising Storm. Je vois que j'ai affaire à un spécialiste. Effectivement, il y a une grande variété de paysages, des collines, des petites montagnes, des rizières, des lagunes, des zones urbaines, de ce qu'on appelle de l'herbe à éléphant. C'est des herbes qui arrivent, qui dépassent un homme. Hein. Ok. C'est les hautes herbes de Jurassic Park. Ah. Scandino. Et donc la jungle, il y en a, et surtout elle n'est pas aussi dense qu'on le voudrait, puisque les sous-bois qui sont privés de lumière sont peu touffus, ils se développent peu. Donc finalement les combats dans la jungle sont plus, peut-être pas une exception, mais sont beaucoup moins nombreux qu'on le voudrait. Une étude américaine de 1966, donc très tôt, estime que 60% du pays est accessible aux véhicules chenillés et semi-chenillés, contre 46% pendant la mousson. Bon, ce qui reste que quand même, une majorité de pays reste accessible à l'armée ultra-mécanisée américaine. Mais surtout, ce qui fait que les combats se déroulent peu dans la jungle, c'est que en fait, les objectifs militaires, ils sont dans les vallées et dans les hauts plateaux, là où il y a toutes les zones agricoles et les zones urbaines. Parce que c'est ça qu'il faut contrôler. Et de plus, les combattants des deux côtés, que ce soit Viet Cong ou américains, ils détestent la jungle. Hein, l'image du Viet Cong habitué à la jungle, se fondant dans la nature, c'est faux, hein, puisque le Viet Cong est principalement originaire des campagnes risicoles ou des villes. Donc la jungle, c'est pas trop leur élément naturel. Je pense après que la jungle, c'est un élément naturel à personne, en fait, parce que c'est... Oui. T'as énormément... T'as des serpents, t'as des maladies, tu vois, t'as des sangsues. Techniquement parlant, personne va là-dedans, tu vois, à part quelques cultures tribales, tu vois, mais... Oui, clairement, voilà, c'est c'est pas- ça. Il y a quelques ethnies au Vietnam qui sont plus habituées à ce genre d'environnement, mais c'est vraiment... c'est clairement minoritaire. Donc, Ok. Numéro 6. L'armée sud-vietnamienne avait une réelle valeur. Oh bah oui, quand même, oui. Ouais. Bien vrai. Effectivement, on la voit quasiment, on la voit même pas dans tous les films qu'on... Les films, ils sont jamais présentés, Ils sont mais jamais oui, c'est présents, quand même- ils sont jamais présentés. Et pourtant, l'armée du Sud-Vietnam prouve sa valeur par son nombre d'engagements et ses pertes, comme je vous l'ai dit, rien que ça témoigne de son degré d'engagement, hein, 1,5 million de pertes pendant la guerre. C'est une armée qui s'engage beaucoup et qui arrive à prouver, sa valeur. Mais malheureusement, le fait qu'elle s'effondre en 75 et même dès 72 avec le début du retrait américain, c'est lié à énormément de facteurs. Tout d'abord, elle se fait marginaliser par les Américains quand ils sont au plus fort de leur déploiement, à des missions de sécurisation. Mhm. Donc ça l'aide pas à entraîner la troupe, lui faire acquérir de l'expérience, et en plus, elle ne peut pas se passer de l'aide américaine. Elle est trop habituée à la puissance de feu américaine, et elle est surtout pas unie. L'anticommunisme ne peut pas cimenter une armée. Les désertions sont de plus en plus croissantes. Hein. On en a plus de 126 000 en 1970. La corruption est massive et son encadrement est très pauvre, voire même assez mauvais dans ses missions. Et son général en chef, le général Thieu, ne valait, on peut le dire maintenant, hein, ne valait pas grand-chose. C'est pour ça qu'en 75, sans l'US Air Force pour la sauver, l'armée du Sud-Vietnam s'effondre, un peu comme l'armée afghane il y a 1 an, 2 ans maintenant. Ouais. Et, voilà, plus personne pour assurer derrière, donc le Nord-Vietnam a pu envahir Saigon sans coup férir. Ok. Numéro 7, alors je ne sais pas si vous connaissez le siège de Khe Sanh. Le siège de Khe Sanh, Ouais. ça me dit quelque Oui. chose. Ouais, moi je vois pas pour l'instant, mais D'accord. vas-y. Du coup, c'est vrai que si vous voyez pas, c'est la légende voudrait que le siège de Khe Sanh est une grande victoire américaine, qui est complètement faux. Le 21 janvier 68, en fait, les troupes Viet Cong débutent le siège de Khe Sanh, qui est une base américaine fortement défendue par 6000 Marines et des Rangers sud-vietnamiens. Ok. Lors de l'offensive du Tet, quelques semaines plus tard, le commandement américain renforce le camp de peur de le voir tomber, puisque c'était une importante base logistique. Sauf que, en fait, donc ils se font renforcer par de l'AirCav, par des troupes, comme je vous l'ai dit, donc des troupes de première classe américaine, Marines, etc. Sauf qu'en fait, ils se font piéger, puisqu'il n'y a que 2 divisions nord-vietnamiennes devant eux. Et c'est exactement ce que voulait le Viet Cong. Ils voulaient attirer les meilleures troupes américaines hors de des centres urbains, là où allait se dérouler l'offensive du Tet. Donc, ce qui fait que le plan Viet Cong a marché
Et même si l'offensive du Tet, de toute façon, elle n'avait pas grande chance de réussir puisque il y avait trop d'Américains en fait au Vietnam à cette époque-là. Donc même s'ils attiraient des troupes US ailleurs, ils n'avaient aucune chance. Mais disons que le stratagème mis en place par les Viet Cong était valable et a marché. Ce siège a été brisé le 8 avril par une colonne de secours et le Nord-Vietnam se retire avec de lourdes pertes. Mais néanmoins, il n'y a pas de vainqueur ici puisque le camp est démantelé en juin et le Nord-Vietnam, les Viet Cong, est de retour directement après, quelques jours après le démantèlement. Donc vraiment, les Américains ont beau dire que c'était une grande victoire, c'était pas absolument pas une victoire. Numéro 8, le ravitaillement passait uniquement par la piste Ho Chi Minh. Le ravitaillement passait uniquement par la piste Ho Chi Minh. Bah, je dirais que c'est faux, je pense. Ouais, moi pareil. Oui, effectivement. Donc, petit rappel, la piste Ho Chi Minh, donc, c'est un réseau de sentiers à travers la montagne et la jungle d'environ 2000 km et qui est régulièrement bombardé par les Américains. Alors certes, une grande partie du ravitaillement passait par là, mais une partie non négligeable passait par la mer. Ils longeaient la côte, en fait, depuis le Nord-Vietnam jusqu'au delta du Mekong. Et c'est pas non plus négligeable, puisque entre octobre 61 et 1975, il y a environ 80 000 soldats vietnamiens, nord-vietnamiens qui passent par là, par la mer, et 150 000 tonnes de matériel. Donc, la piste Ho Chi Minh est ultra connue, mais c'est pas la seule voie de ravitaillement du Nord-Vietnam. Numéro 9. La plupart des soldats américains étaient des volontaires. Bah, j'aurais envie de dire oui, t'as pas de système de circonscription, je crois, si. Eh bah, c'est vrai. Ceux qui servaient au Vietnam étaient volontaires, mais il y a quand même un système de conscription. Ok. Entre 67 et 75, il y a environ 8 740 000 appelés. Ok, d'accord. Et les conscrits, donc cette part d'appelés, il n'y a que 25% de ces conscrits qui sont envoyés au feu. Ok. Pour donner une valeur, c'est à peu près 66% pendant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, c'est 25% de conscrits concentrent 30% des pertes. Donc peut-être un défaut d'entraînement ici. Mais les soldats au Vietnam étaient quand même plus du genre de ceux qu'on voit dans Full Metal Jacket, donc des engagés volontaires. Ok. Et les réfractaires, donc tous ceux qui on voit par vouloir partir au Canada, pardon, parce qu'ils ont été appelés et tout ça, ça a été que 100 000 déserteurs, à peine 1%. Donc vraiment, c'était un mouvement très minoritaire. Ok. Et numéro 10, les Noirs se sont fait tuer volontairement par le commandement. Volontairement par le commandement général des États-Unis. C'est-à-dire envoyés, un peu comme nous avec notre débat sur les tirailleurs sénégalais et la chair à canon. Est-ce qu'ils ont été envoyés au J'ai envie de dire que non, mais que du coup, il y a eu des dérives un peu dégueu, quoi. Pas forcément de dérive, Ok, mais d'accord. effectivement, c'est faux. On constate donc 7264 pertes noires, donc environ, c'était 12,4% des pertes, contre Ok. 86% chez les Blancs. Donc ce qui est plutôt cohérent avec leur poids démographique, 13,5% d'une classe d'âge, et des Noirs envoyés au Vietnam, environ 10%. Mais bon, là, il faut être un peu plus fin pour voir un peu. On peut aller découper plus finement dans la chronologie, puisqu'en 1967, ils représentent 20% des pertes. Et il faut attendre la fin 1967, après le mouvement des droits civiques et Martin Luther King, tous ces mouvements aux États-Unis, pour que ça se rééquilibre. Fin 1967, nous sommes plus qu'à 13%. Et ça passe sous les 10% entre 1970 et 1972. Donc vraiment un rééquilibrage, une baisse des pertes. En fait, comment on pourrait expliquer ce 20% de pertes en 1967 ? Déjà parce que les Noirs s'engagent beaucoup dans les paras. 30% des paras sont noirs. Et comme je vous l'ai dit, les paras sont très utilisés. Et aussi, tout simplement parce que 90% des Noirs du Vietnam viennent de milieux socio-économiques pauvres. Donc il y a des raisons économiques de prendre des risques qui vont être primés. En fait, tout simplement. Beaucoup plus de risques, beaucoup plus de morts. Et prendre du galon, malheureusement, c'est encore une armée très ségrégationniste, puisqu'ils ont peu de chances de monter en grade. Il y a seulement 2% des officiers qui sont noirs. Ok. Voilà, c'était pour les 10 idées un peu reçues sur le Vietnam. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Ouais, bah j'imagine, ouais. Sur toutes les offensives américaines, sur aussi le camp en face. On pense que le camp communiste en face était extrêmement uni, un bloc soudé, alors qu'en fait il y avait tellement de divergences que ça aurait pu très bien tourner autrement. Mais donc voilà, 10 idées pour commencer, puis on verra si on refait une chronique sur le reste. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci. Écoute, C'est pour cool. ton intervention, c'était chouette. On a appris pas mal de trucs.
Franchement, c'est vrai que c'est une période qui est pas souvent trop remise en cause, en tout cas chez nous en Europe. Hein, on s'en fout un petit peu souvent du Vietnam. Hein, on a juste ce cliché un peu du film américain avec la jungle, la boue, les explosions, le napalm au petit matin, tout ça. C'est Ouais, intéressant de remettre un contexte. on pense qu'à l'Indochine en pensant au Vietnam avec notre guerre à nous, puis en oubliant un peu qu'il y a eu une autre guerre derrière. C'est ça, ouais, exactement. Et à propos de guerre, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de la guerre totale. Parce que vu que c'était Léo qui était là aujourd'hui, je me suis dit de quoi je pourrais parler sans avoir à trop préparer grand-chose. Et je me suis dit, parce qu'en ce moment je suis un peu sous l'eau en termes de préparation de plein de trucs, chers auditeurs et auditrices, peut-être que vous verrez des posts dans le futur, je sais pas quand cet épisode sera uploadé, mais bon bref, c'est pas le sujet. En gros, je me suis dit, j'aimerais bien qu'on parle un peu de guerre aussi, un peu d'histoire, et je me suis dit, allez vas-y, on a qu'à parler de jeux vidéo. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, à quel jeu vidéo sur la guerre t'as déjà joué vraiment? Alors je pensais à Call of Duty, mais en fait j'ai pas joué tant que ça, c'est plutôt joué au récent qui se passe dans le futur. Et je me suis rendu compte que les jeux sur la guerre auxquels j'ai joué et histo, c'est soit Age of Empire, Age of Mythology, et Raphaël fait des chroniques là-dessus qui sont très très bien. Et je me suis dit, en fait personne n'a jamais parlé de Total War. Est-ce que vous connaissiez tous les deux? Oh oui, j'ai grand fan de Total War. J'y ai pas mal joué et j'y joue encore toujours beaucoup. Ah non, moi, Et toi, je connais Jeff? pas. C'est un jeu de stratégie, non? Attends, ou c'est un. Tout à fait, ouais. En fait, Ouais. Total War, c'est une série de jeux vidéo de stratégie qui appartient à Sega et qui a été développé par Creative Assembly sur PC, du coup. Hein. Et c'est un jeu vidéo qui combine deux types de gameplay, entre guillemets. Hein. T'as le classique, pardon, tour par tour, où en gros, t'as une map, tu sais, et en fait, t'as un royaume où il faut gérer l'économie, la société, la religion. Et en fait, voilà, c'est une fois que t'as fini ton tour, tu passes ton tour et c'est tous les autres joueurs qui jouent, etc. Sauf que du coup, le jeu prend une autre dimension quand, par exemple, ton armée rencontre une autre armée. Là, tu as le choix de pouvoir gérer ta bataille en temps réel. Donc, du coup, le jeu se transforme en une sorte de RTS, en fait, une véritable bataille en temps réel que tu peux gagner ou non. Ça, c'est super génial parce que tu peux toujours, même si les statistiques sont pas en ta faveur, tu peux, grâce à ta stratégie, essayer de retourner la situation face à l'ennemi qui est en face de toi. D'accord, c'est cool. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la saga Total War, elle débute en 2000 avec la sortie d'un jeu du coup qui s'appelle Shogun Total War, qui, comme son nom l'indique, se passe à l'époque des shoguns du coup au Japon. C'est le premier Total War à être sorti. Alors, moi, je vais pas vous cacher qu'à Shogun Total War, en réalité, j'ai jamais joué. Mon amour, on va dire, de cette saga de jeux vidéo, elle commence pas en 2002, parce que je pense pas que j'y ai joué à ce moment-là, mais avec le jeu médiéval Total War. Encore que 2002, en fait, j'étais déjà préado, donc ça marche. Hein. Medieval Total War, c'est vraiment le jeu qui m'a fait rêver, quoi. C'est-à-dire que déjà, gamin, je kiffais l'histoire, j'adorais tout ça, et voir une espèce de carte devant moi avec des royaumes du Moyen-Âge, et ça couvre la totalité presque du Moyen-Âge, hein, à savoir de 1087 jusqu'à 1454, avec l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, avec des systèmes de jeux différents en fonction des chrétiens, des musulmans, des orthodoxes. Je trouvais ça vraiment ouf. Et puis l'idée d'aller se battre après sur un vrai champ de bataille, c'était vraiment pour moi c'était vraiment un truc de dingue. J'ai un souvenir des musiques de ce jeu qui est d'ailleurs, si les auditeurs ont déjà joué à Medieval Total War, vous le savez, souvent j'en abuse. Hein. Il y a beaucoup de BO des Total War qui sont en réalité souvent derrière les chroniques que je monte. Dès que quelqu'un parle d'une période, paf, ça y va, il y a de la musique de Total War derrière. J'en use et j'en abuse, quoi, d'une certaine manière. Il y avait un gameplay notamment, c'est du pur impro, il n'y a rien qui est rédigé, je suis désolé. Il y avait un truc que je suis surkiffé, c'est que ça m'a appris des choses. Par exemple, le principe des croisades, du djihad, c'est des choses que j'avais vues en cours, mais ça m'a permis d'en prendre un peu plus de conscience en fait de ce que ça donne, de se rendre compte qu'en fait qu'une religion a une importance pour un peuple et que si jamais t'es un étranger dans un territoire avec une religion différente, ça peut jouer. L'idée aussi que tout d'un coup, de nulle part, sans que tu t'en rendes compte, parce que à l'époque je connaissais pas l'histoire, bam, t'as des hordes de Mongols qui débarquent pour te péter la gueule. C'était ouf, quoi. Il y avait quelque chose, il y avait vraiment quelque chose. Alors, bien évidemment, du coup, quand en 2004, il y a Rome Total War qui est sorti, j'y ai joué également. Et bien, c'est une chronique qui va faire un peu toute ma vie avec les Total War. En fait, ça va prendre cette forme-là, c'est en train de prendre cette forme-là. Rome Total War, c'était chouette aussi. Honnêtement, le graphisme, le design était absolument dingue. C'était ouf comme jeu. Seul petit défaut, c'est qu'en fait, j'aime pas la période romaine, en fait. Ah. Déception Ça chez n'a Léo. pas aidé, quoi. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Mais par contre, 2 ans plus tard, en 2006, il y a Medieval Total War 2. Et là, Medieval 2 Total War, et là, pam,
à nouveau, t'es plongé dans ce monde-là. Cette fois-ci, tes petites unités, tu les vois se balader sur la carte. T'as des principes de chaud, de froid. Je sais pas, c'est le même, mais en mieux. C'est vraiment assez Ouais. dingue. Ouais, c'est par là, moi, que je suis rentré dans les Total Ouais, c'est par War. Medieval 2. Ah, il était Medieval dingue 2, ouais. celui-là. Ouais, franchement, vraiment ouf. Et curieusement, il y en a un que j'ai vraiment bien apprécié. C'est Empire Total War qui est sorti en 2009. Au début, j'étais Ah un peu ouais. dubitatif quand je l'ai acheté. Et en fait, j'ai vraiment bien kiffé parce que c'est toute la carte du monde, en fait, pratiquement, que tu as à disposition. Et t'es là, tu peux aller faire un tour en Amérique, tu peux aller soit défoncer des natifs américains ou alors jouer des natifs américains. En gros, tu as vraiment tous les questionnements, je trouve, de l'époque moderne, au sens historique du terme, hein, bien sûr, hein, quand je parle d'époque moderne, mis dans le jeu où en fait tu dois gérer vraiment tous les mécontentements de ta population, ton système politique pour savoir s'il est viable, toujours tes principes de religion parce que tu as les protestants qui se sont rajoutés en plus le début de la colonisation du monde, être le premier à débarquer en Inde ou en Afrique ou en Amérique du Nord, et c'était ultra chouette. Les tours, ils étaient interminables. Hein. Quand tu Les passais tours, ton tour, étaient assez il y avait- interminables, souvent ça il y avait passait tellement de pays que. plombes. Il y avait tellement de factions. Attends, mais je crois que je dois avoir le nombre de factions qui doit exister. Je crois que Faction son jouable, lancement- il faut l'afficher sur Wikipédia. Parce que je crois que son lancement, en plus, ça n'a pas été terrible au début, parce qu'il y avait tellement de bugs et de trucs comme ça que ça a mis un peu de temps avant de. Bah d'être ouais, corrigé, alors que non pourtant l'ambiance, je trouve, est très chouette. Tu vois, par exemple, là j'ai les factions, il y avait l'Autriche, les Marathes, l'Empire Ottoman, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, les Provinces-Unies, la Prusse, la Russie, la Suède, Cologne, les 13 colonies, les États-Unis, les Cherokees, les Hurons, les Iroquois, les Nations des Plaines, les Pueblos, les Pirates, les Mongols. En fait, t'as tout le monde, quoi, avec Ouais. chacun leur propre système politique, leur propre type d'armes, leur propre. Enfin, je trouve que c'était assez dingue. J'ai un souvenir de ce que je faisais parce que j'étais vraiment. Après, je me battais contre des IA et j'étais pas non plus à un Ouais. niveau incroyable. Mais j'aimais bien quand je faisais la guerre, on va dire, en stratégie en temps réel. Moi, souvent, vraiment, j'étais là avec mes canons dans un coin et puis j'attendais que les gens arrivent. Et puis après, j'avais aucun honneur, quoi. Je leur tirais dessus à coups de le canon classique. comme un gros Ouais, le bâtard. Et puis classique, hein. il y avait la cavalerie sur les côtés qui allait achever le reste. Et t'étais là, tu fais, ouais, encore une victoire d'assurée pour je sais plus ce que je jouais, je crois que j'avais pris la France, il me semble, pour la première fois. Donc, Se battre face à des autochtones à la mitraille. Bon, ouais, voilà, c'est ça. certains diraient que c'est inégal. Moi, je dirais que c'est prudent. Exactement. Alors, après, bien évidemment, il y en a deux que j'ai loupé, vraiment. C'est-à-dire que Napoléon Total War, j'y ai pas joué. Parce que ça m'intéressait pas, je pense également. Et pareil, le Total War Shogun 2, j'y ai pas joué non plus parce que à l'époque, je m'en foutais un petit peu du Japon. D'accord. Ouais. Alors, Napoléon, ça ressemble Ouais. plus à un gros DLC d'Empire. Il est Bah, c'est vraiment ça très, qui me donnait un peu il est cette vraiment très, impression, très ouais. proche. Ouais. Mais il est très cool à jouer. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pas dû le mettre en standalone, mais je sais pas. Moi, je l'ai trouvé. J'avoue que j'ai préféré Napoléon à Empire, mais c'est Empire, parce que ouais. je suis plus Napoléon Ier que le reste. Mais ça, c'est subjectif parce que c'est vrai que sinon, ça changeait pas des masses au niveau stratégie en temps réel sur le champ de bataille. C'était à peu près la même chose. Tu mettais tes canons, tu pilonnais, bon voilà. Et sur la carte de campagne, il y avait quand même certaines choses qui étaient sympas. Bon voilà. Mais pour ceux, en fait, c'est vraiment pour ceux qui adoraient Napoléon, enfin qui aimaient bien Napoléon. Ouais, c'était vraiment un spécial. Ça aurait pu limite effectivement être un DLC d'Empire Total Voilà, War. je pense que ça aurait Je crois pu que t'as un an qui les sépare tous les deux, donc Ouais, c'est vraiment c'est vraiment pas beaucoup en fait quand on. Et Shogun 2, par contre, moi je trouve que c'est un très très bon Total War. Alors est-ce que Mais c'est le pareil qu'il est meilleur, bon. ça j'en sais pas, mais je trouve que c'est un très très bon Total War. Qui dépayse, qui change, qui la carte de campagne est pas trop grande, t'as pas mal de nouveautés et vraiment j'ai adoré y jouer. Le seul défaut que je pourrais lui mettre, c'est qu'il est très peu modable, donc il y a peu de modes dessus. Mais sinon, et puis en plus il a un très bon DLC qui est maintenant en standalone, qui est Fall of the Samurai, la chute des samouraïs. Du coup. Ah oui. Ça se passe au 19e siècle, là tu as toute l'infanterie de ligne, les navires à vapeur, tu dois gérer ton clan qui doit être en équilibre avec la tradition et l'industrialisation, donc il y a beaucoup de mécontentement. Enfin, donc c'est un vraiment très très bon Total War avec un très très bon DLC. Ok, et bah merci du conseil, mais c'est vrai que j'ai jamais. Je sais que les gens étaient assez dithyrambiques à l'époque dessus, mais j'avais jamais passé le pas entre guillemets. Ce qui n'a pas été le cas pour Rome 2, j'y ai joué, mais pas trop. Je n'étais même pas sûr d'avoir le jeu, je crois qu'on me l'avait prêté. Mais par contre, je me sais qu'en 2015, quand Total War Attila est sorti, je me suis dit, yes, là enfin ça y est, on parle, on va pouvoir péter la gueule des Romains. Et du coup, je l'ai acheté exprès pour ça. Je l'avais trouvé assez cool, mais je n'ai pas tant joué que ça. Et vous savez pourquoi ? Non. Parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer tant que ça, Ah. parce que un an plus tard, il y a Total War Warhammer qui sort. Ah, la fantaisie qui a tout balayé sur son passage. Ce jeu, il a littéralement niqué le game des Total War, je trouve. Parce que honnêtement, moi, après Total War Warhammer, je pense que j'ai joué à aucun des autres. On en parlera après des autres derrière. Mais je sais que Total War Warhammer, c'est vraiment le summum de tout ce qui faisait l'essence de Total War, mais mis avec un univers de dingue, à savoir celui de Warhammer.
Warhammer, hein, qui pour rappel pour les auditeurs qui nous écoutent pas, c'est une franchise de jeux, de magazines et de romans qui a été créée dans les années 80 par Games Workshop. Et en gros, ça reprend un peu l'univers classique de l'heroic fantasy de base avec des elfes, des nains, des vampires, des ogres, etc. etc. Donc moi, c'est un truc qui a bercé un petit peu mon enfance, mine de rien, Warhammer. Alors pouvoir jouer sur les maps de Warhammer avec l'idée que tu peux jouer l'Empire, tu peux jouer la Bretonie, tu peux jouer des morts vivants, c'était ouf. Et surtout, ce qui était chouette, c'était que en fait, tu pouvais jouer à plusieurs. Et sur Warhammer, Total War Warhammer, j'ai beaucoup joué avec Maxime, par exemple, mon pote Maxime. Et j'ai pas mal joué aussi avec mon frangin, où du coup on faisait des games. Le seul problème, c'est que c'était des parties interminables, c'est où en fait tu dois attendre que l'autre ait joué pour pouvoir jouer. Donc ça, c'était un peu chiant. Mais sinon, en vrai, c'était cool de pouvoir conquérir le monde. C'était vraiment chouette. J'ai joué aussi avec Nico, il me semble, à Total War Warhammer. Très très sympa. Mais j'avais une petite frustration avec Total War Warhammer. C'est que moi, quand j'étais gamin et que je jouais à Warhammer Battle tout court, hein, le jeu avec les figurines, que j'avais, c'était les hommes lézards. Et Total War Warhammer ne se base que sur l'équivalent de l'Europe dans l'univers de Warhammer et pas sur l'équivalent de l'Amérique. Et je me suis dit, putain, c'est chiant. Et là, en 2017, qu'est-ce qui se passe? Total War Warhammer 2 qui prend l'autre côté de l'Atlantique et te permet de jouer tout ce qui est être elfe noir, lézard en Amérique du Sud, etc., etc. Mais tout en ayant la possibilité, si on le souhaite, de pouvoir combiner les deux jeux ensemble, le 1 et le 2, et d'avoir donc une carte immense. Et là, ça devient vraiment quelque chose. Warhammer Total War 2, il est ultra chouette. Vraiment, j'ai passé un excellent moment sur les Total War. Et pourtant, en 2022, j'ai oublié d'acheter Total War Warhammer 3. Voilà, qui fait la dernière partie. Mais est-ce que c'est parce que j'ai changé mon fusil d'épaule? Est-ce que c'est parce que je joue à d'autres choses, que le monde autour de moi a évolué? Ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que depuis Total War Warhammer 2, c'était en 2017, j'ai loupé tous les autres qui ont suivi. Et d'ailleurs, je me rends compte, là c'est en direct, chers auditeurs et chères auditrices, 2017, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment bosser pour de vrai. Bah oui. Est-ce qu'on voit une corrélation? Est-ce qu'il y aurait une corrélation avec le fait que je n'arrive plus à jouer à des jeux vidéo et le fait que je fasse un travail salarié? Probablement. Du coup, vraiment, là, ça me choque, je le vois sur une putain de chronologie. C'est horrible. J'ai loupé, rendez-vous compte, chers auditeurs, à cause du fait de travailler. J'ai loupé Total War Saga of the Throne of Britannia, qui avait l'air très cool. J'ai loupé Total War et les 3 royaumes. J'ai loupé la chute des samouraïs en 2019. J'ai loupé 3 et j'ai loupé Warhammer Total War 3. C'est, voilà. Il y en a plein. Et je sais que le monde se divise un petit peu en deux catégories parmi les gens qui aiment les jeux histo de stratégie. Il y a ceux qui disent que Crusader Kings c'est énorme et qu'ils ne jurent que par ça. Et qu'à côté, Total War c'est un peu de la pisse de chat. Et en même temps, je peux les comprendre parce que Crusader Kings c'est un truc qui est dingue. Allez voir la chronique que Ben avait fait dessus, chers auditeurs et auditrices. Mais Total War, il y a un truc qui est presque de l'ordre de la nostalgie et de juste, bah là, tu t'éclates quoi en fait. C'est pas compliqué en fait. À gérer, c'est pas compliqué du tout. Et juste, ça te prend pas la tête et tu peux créer un truc qui est ouf malgré tout. Voilà. Ouais, c'est sûr que quand tu compares à Crusader Kings 2, oui, on n'est pas sur le même niveau avant de que gestion. tu arrives à faire un truc un peu, une dynastie un peu rigolote ou un peu sérieux, faut arriver à le prendre en main quoi. Donc, c'est ça, ouais. On n'est pas du tout sur la même lignée. ouais. Mais après, pour Throne of Britannia, t'as pas raté grand chose. J'ai pas raté grand chose, ouais. Non, les critiques étaient pas excellentes. Ils ont pas, voilà, elles ont pas été bonnes. De ce que j'ai cru comprendre, ça fait partie d'une espèce de nouvelle saga, ce qu'il disait. Oui, C'est un saga, ouais. C'est ça, c'est sur des événements plus que sur des périodes. C'est ça, ouais, des trucs assez petits, hein, voilà. Là, c'était sur l'Angleterre, une petite partie de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 3. Il y a 3 aussi dedans, ouais. Ouais, 3. Ils ont Et rajouté Fall of the aussi, Samurai aussi. oui, parce qu'ils ont vu que ça prenait pas du tout avec les joueurs, donc ils ont rajouté ça, la chute des samouraïs qui était sortie bien avant. Et quand ils ont vu que les joueurs adhéraient pas à Saga, à leur nouvelle série Saga, et bah ils ont dit regardez, Chute des samouraïs c'est Saga aussi. Alors maintenant vous aimez. Donc, tu voilà. veux dire que Fall of the Samurai, c'est le DLC dont tu parlais tout à l'heure? Tout à fait. Ils l'ont rajouté après dans les sagas, quoi. Ils pourraient mettre Napoléon Total War aussi dans les sagas, techniquement, presque. Napoléon, c'est quand même. C'est une autre carte, c'est un quand peu même. plus gros, quand même, la carte, un peu plus grosse qu'un saga. Ouais. Parce qu'après, dans les sagas, j'ai plus l'impression aussi qu'ils veulent faire des essais, en fait. Sur Throne of Britannia, il y avait l'essai du commerce. Enfin, du commerce, je crois. Dans 3, c'était des ressources qu'ils testaient, bois, or, un truc comme ça. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent plus faire des essais pour ensuite les insérer dans des gros titres. Ouais, parce que du coup, pour rappel pour les éditeurs, Throne of Britannia, c'est un jeu qui se passe en 878, à l'époque d'Alfred le Grand et des invasions vikings avec plusieurs royaumes en Grande-Bretagne. Ce qui me fait d'ailleurs penser, en le lisant, à un DLC de Medieval Total War, le premier du nom,
qui s'appelait Invasion Viking et qui parlait vraiment, qui ne se concentrait vraiment que sur la carte de l'Angleterre avec les différents royaumes anglais et les Vikings, etc. Donc je pense qu'ils ont repris un peu leur délire pour leur en faire un jeu un peu plus Ouais, pimpé. parce que Medieval 2, il a pas eu de DLC comme ça sur les Medieval 2, il avait eu les DLC sur l'Amérique, il me semble. Ouais, J'ai sur les regardé. Teutoniques aussi, enfin sur tout ce qui est à l'est, Baltique. Ouais. Medieval Total War avait eu un truc sur les invasions vikings qui était très très cool. Moi j'avais bien aimé, il y avait une ambiance un peu celtique sympa. Ouais. Donc c'était un bon moment quoi, on va dire que passer avec ces jeux-là. Ah oui, ouais, je me souviens de meilleure campagne, c'était sur Attila, tu vois, c'est sur Ah ouais avec l'Empire romain d'Occident là qu'il faut se sauver du désastre, vraiment best campagne. Cool. Moi je pense que la meilleure campagne que j'ai faite sur ce jeu c'était avec Nico. Donc Nico, si tu nous écoutes, ça te rappellera des souvenirs où je jouais des elfes sylvains sur Total War Warhammer et lui jouait la Bretonie et on avait envahi le monde. Et c'était très rigolo parce que normalement les elfes sylvains ils peuvent pas bouger de leur forêt mais ils peuvent faire des avant-postes. Et en fait à chaque fois que j'allais défoncer des ennemis, je transformais leur magnifique cité en un arbre. Voilà. Super, allez. Allez hop. Et du coup j'étais en train de conquérir le monde ou de reforester finalement le monde et c'était assez C'est ça, on fait. chouette. J'en garde un bon souvenir, c'était cool. Voilà. Donc c'est surtout une chronique nostalgique, hein, chers auditeurs qui êtes chez vous à nous écouter. Mais on espère quand même que ça vous aura plu, que si vous aimez Total War, dites dans les commentaires quel Total War vous préférez, c'est quoi votre souvenir de campagne. Bref, dites-nous, partagez-nous et puis n'oubliez pas de partager aussi cet épisode bien sûr dans la foulée. Enfin bref. Et toi, Jeff, t'as jamais joué à aucun Total War du coup? Non, jamais joué au Total War. Ouais. Après, je joue pas trop aux jeux de stratégie. Non, ouais, j'ai jamais trop été attiré. Alors après, je jouais aux jeux de stratégie, mais quand j'ai des potes qui jouaient, donc du coup, Ouais, j'ai joué avec eux pour être avec eux. Mais après, tout seul, c'est vrai que j'ai pas tendance à aller y jouer. Alors à tort, hein, peut-être que ça se trouve, je trouvais des trucs qui seraient ultra cool, hein, mais c'est vrai que c'est pas ce qui t'attire quoi. c'est pas ce qui m'attire. Ouais, Ouais. Après, moi, je Même moi aujourd'hui, tu vois, je sais pas si j'aurais la foi de me lancer dans une campagne de quoi que ce soit sur un jeu de stratégie. En plus, c'est long. Enfin, c'est long à rentrer dedans et puis t'as pas le truc de suite. Enfin, ça demande du temps, hein, la stratégie. Donc, c'est pas la même chose comme la plupart des jeux vidéo où tu peux faire une petite partie rapide ou même tu prends un petit coup par là et t'es quand même assez content. Là, ça demande quand même une certaine forme d'application, j'imagine. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas le jeu, tu sors, tu vas faire une petite game de 20 minutes. Non, tu sais que quand tu lances le truc, t'es parti pour 2-3 heures, quoi, techniquement. Quoi. C'est très chronophage, quoi, en fait, quand on y pense. Même des jeux, t'as des jeux, tu vois, enfin des RPG ou tout ça, tu peux jouer par petits bouts, c'est pas très grave si tu rejoues un petit peu. Après, tu seras pas complètement perdu, alors que un jeu de stratégie, il faut se remettre dedans, tu vois. C'est vrai, ça se tient. Et après, ça permet d'écouter les chroniques de tout et de rien en jouant. Et oui, après, c'est très bien. Hein. Attention, je ne crache pas sur la soupe. Je ne veux absolument pas failloter, mais c'est vrai que c'est ce que je fais quand je me lance un petit Total War. Ça me permet de rattraper mon retard. Ça, c'est très aimable et c'est très très gentil, Léo. Ah, j'espère que je serai réinvité. Hein. Bien sûr. Merci à toi. Oh, mais c'est Maxime. Et allô? Je suis vraiment content que tu sois venu finalement, Maxime. Bah, je vois que j'ai le temps. Content d'être en vacances, du coup? Ouais, je raconte, j'ai rien foutu, mais très. Mais c'est le but. J'ai joué à. C'est le but. À Three Kingdom Total War. Bah nous on parle de Total War justement, donc c'est cool, ça correspond pile poil, donc vas-y on t'écoute. Je viens de me taper l'ouest de la Chine, ça m'a pris juste 20 heures, donc après là, il me reste le reste. C'est le type de jeu infini quoi. Oui, de toute façon tu peux te tuer pour l'éternité avec un truc comme ça. Ouais, mais là je commence à voir le bout dans le sens où j'ai quasiment tout maxé quoi, donc à part faire encore plus d'armées, aller buter le cul à tout le monde, c'est pas trop intéressant quoi. Puis au bout d'un moment, je veux dire là j'ai déjà 10 cités à gérer, au bout d'un moment, 10 même 20 quoi. Au bout d'un moment c'est juste chiant, tu vois, la micro-gestion. Tu vas pas jouer très longtemps du coup j'imagine. Ah non, mais je vais peut-être jouer avec d'autres factions ou autre quoi. Tu peux prendre d'autres factions du coup, t'as d'autres comme trucs t'imagines le nombre de trucs en Chine qu'il y a? Ouais, parce qu'ils disent les 3 royaumes, mais du coup tu dois en avoir beaucoup plus que ça. Ah non, oui, parce qu'en fait le truc c'est que c'est pas la... Enfin, il y a plusieurs périodes des 3 royaumes, c'est sur plusieurs centaines d'années je crois. Ah, t'as beaucoup de héros, t'as beaucoup d'endroits, t'as beaucoup de choses. Mais globalement, t'en as au moins 50 je pense, de factions. Ah ouais. Ouais, donc moi j'ai commencé avec une petite faction qui est au nord de la Chine, justement histoire d'être pépère. Le problème c'est que je me suis fait bouffer des territoires juste en dessous de moi, donc en fait j'étais obligé de me faire un autre territoire un peu plus loin. Du coup j'ai 2 territoires qui sont un peu coupés par un autre connard, mais j'essaie de pas trop attaquer parce qu'il est un peu puissant.
je me suis quand même, après une très longue période, quelques 100 ans de famine, à cause d'un problème où j'avais pas mal compris le jeu, j'ai réglé le problème et maintenant du coup je nique tout. Et je Oh, me bah, suis c'est autoproclamé empereur de Chine. Comme tous les autres empereurs de Chine qui se sont autoproclamés en même temps, j'imagine. C'est ça, sauf que Tout le monde bon, est un moi peu j'ai empereur. la puissance militaire et le pognon pour pouvoir me le faire quoi. C'est le fric et le J'ai pognon. énormément de pognon. Et le pire, c'est que j'ai tout basé sur la paysannerie. C'est pour ça, comme je te disais, l'histoire de la famine, c'était très débile. Ah ouais? Non, parce qu'en fait, c'est qu'apparemment, enfin, moi, tous les gens dans mes villages n'étaient pas contents à cause de certains trucs. Du coup, j'ai décidé d'enlever l'imposition dans ces villages. Ouais. Sauf que quand t'enlèves l'imposition, bah apparemment, tu prends plus de nourriture non plus. Bah oui, du coup, de fait, ouais. Et sauf que c'était con parce que moi, je voyais pas le rapport entre l'impôt et la bouffe, quoi. Du coup, pendant 100 Oui. ans, ils ont crevé la dalle juste parce que bah, je vous ai exempté d'impôts, du coup, vous crevez la dalle, tu vois. Donc, j'ai pas trop compris le délire là-dessus. Mais une fois que j'ai compris ça, du coup, j'ai remis impôts full à tout le monde et ils étaient beaucoup plus contents. Parce que du coup, ils avaient à bouffer. Mieux tout de suite. Voilà. Non, sinon, c'est cool, il y a juste mon empereur qui vient de mourir, du coup. C'est Ouais. dommage qu'il était trop fort. Continue à se battre à 75 ans, tu vois, genre un peu costaud. Tu Ah vois. oui, un peu Mais, stylé quand même, le mec. ouais, non, il a bien vécu pour l'époque. Hein. Par contre, là, il est remplacé par son fils, genre qui a le charisme d'une huître. C'est un peu décevant. Parce que moi, j'en avais un, tu vois, il était classe et tout, tu vois, il avait une belle gueule, tu vois. Puis là, soudainement, paf, c'est son fils pourri qui reprend le flambeau. Le flambeau, ouais, il est toujours un peu décevant. Les gamins nazes. Ah, j'aurais dû finalement, parce que genre, depuis le début, j'ai un général qui est super classieux, tu vois. J'aurais peut-être dû le nommer empereur, tu vois. Et bon, il est Tu de peux passé changer comme ça ta ligne de extraction, gestion comme tu veux? Bah, globalement, tu as une gestion de gouvernement où justement tu peux donner des places à ta cour et il y a une place Ouais. d'héritier. Donc j'imagine que tu peux. De base, c'est son fils, mais je pense que tu peux le changer. Ok. Sachant qu'il y a pas mal de micro-gestion parce que maintenant tu as des héros. Ah oui, c'est vrai, comme dans Total War Warhammer. Tout à fait. Et donc, du coup, ça c'est assez cool parce que du coup, moi, mon empereur, il allait tout seul taper des groupes entiers, quoi. Bah Il leur oui. faisait peur, tu vois, tout seul. Ça, j'avoue, c'est classe. C'est pas hyper, Non, mais réaliste, ça mais, va avec le folklore de. mais ça va effectivement, ça. ouais, avec le fleur, ouais. Parce que Tout à les fait. Trois Royaumes, c'est un peu ça. C'est des gars tout seuls qui se battent contre 20 gars, tu vois. Les héros. C'est des héros, des vrais héros de légende. C'est ça. Comme Mais on- du coup, non, moi, j'aime bien. Franchement, il est plutôt cool, il est plutôt joli, plutôt complet. Mais Ouais. il y a juste, ouais, comme je disais, on va dire qu'on fait un peu vite le tour à mon goût, quoi. Ouais, bah un peu comme dans tous les Total War, non? Au final. C'est un peu le problème. Tu voulais parler d'autre chose aussi? Bah oui, c'est possible. Vous savez, moi, quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. Moi, vous savez, je suis comme ça, je donne. Et Bah oui, j'ai ouais. parlé d'une série, du coup, avec Digimon sur le passage à l'âge adulte, venant du Japon. Ouais. Ça vous dit une autre, du coup? Allez, ouais, vas-y. Allez, Allez, Zou. hein. Allez, Vas-y. Zou, soyons fous. Soyons fous. Donc, je vais vous soyons parler fous. d'une série, du coup, qui m'a beaucoup marqué par ses qualités il y a quelques années et que j'ai re-regardé car sa saison 3 sort cette année. J'ai nommé Mob Psycho 100 ou 100. Bref, Mob, quoi. Ok, mob. Donc pourquoi ce nom? Eh ben on nous place dans la peau de Mob, ou Mobu, voilà, dont son vrai nom Kageyama Shigeo. Jeune collégien plutôt mal dans sa peau qui a une particularité, il a des pouvoirs psychiques. Pouvoirs qu'il Oh. utilise après les cours dans un petit boulot chez un médium qu'il appelle maître. Genre c'est son maître, c'est son sensei quoi Un globalement. sensei, quoi. Ouais. Sauf que Mob, bah, il est ultra puissant, il a des pouvoirs de fou furieux de la mort et finit quasiment tous ses combats en un coup. Ça rappelle un truc, non? Eh bah oui, One Punch Mob Man Psycho 100 est écrit par la même personne qui a créé One Punch Man, tout à fait. Mais ici, il n'y a pas de parodie de super-héros, de Dragon Ball. Ici, on s'intéresse surtout à Mob, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc c'est écrit et dessiné par la même personne que du coup One Punch Man. Du coup, les dessins ici sont assez moyennas, mais il y a une personnalité quand même, en tout cas. Ok. En fait, c'est l'auteur One. C'est celui qui dessine, tu sais, qui a un dessin qui est assez. Ok. Je crois que je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas envie d'écorcher son nom de famille, mais pas l'auteur qui dessine très très bien en fait les One Punch Man tels que tu le vois en fait. Non, lui c'est l'auteur de base en fait qui faisait le manga en fait sur internet, tu vois. D'accord. Donc du coup il dessine, il dessine pas très bien. Il faut être honnête. Hein, donc Il a un trait pas ouf, quoi. Donc là, je vais parler surtout de la série animée, parce que c'est vraiment celle-ci que j'ai vue. J'ai jamais lu le manga, et j'avoue que moi, c'est l'animation vraiment qui m'intéresse là-dessus. Donc à chaque épisode, on a un petit compteur de pourcentage, et une fois qu'il arrive à 100, Mob se transforme en masse de pouvoir pur sans aucun contrôle. Donc une victoire dans cet état, finalement pour lui, c'est pas une victoire, parce que du coup, il a perdu contre lui-même. Il a perdu le contrôle, en fait. C'est ça.
Mais bon, pour moi, ce fut une claque. En plus d'une animation exceptionnelle et d'une patte graphique super originale, on est en face d'une série à la fois spectaculaire et intimiste où on suit petit à petit comme notre petit Mob grandit par rapport à ses rencontres. Oui, parce que petit Mob, du coup, il est trop mignon. Hein. Ouais. Donc ici, on a quand même des combats dantesques, des combats impressionnants, mais finalement, les enjeux, c'est plus de savoir comment Mob va réagir et grandir face à ses adversaires que s'il va vaincre. Vous me direz, ouais, mais c'est nul si on sait qu'il va toujours gagner parce qu'il est trop fort. La force est de constater que non. Voir notre petit Mob mûrir au fur et à mesure de l'aventure, passer d'un garçon passif qui se laisse porter par les autres et par les événements à un adolescent qui veut se dépasser, prendre ses décisions, et bah ça fait du bien. On peut être qu'attendri par ce pré-ado qui lutte de toutes ses forces pour avancer, pour changer. Mais il y a d'autres personnages qui gravitent autour. Du petit frère jaloux et effrayé des pouvoirs de son frère qui aimerait en avoir, du patron crâneur qui fait semblant d'avoir des pouvoirs alors qu'il n'en a pas, du collégien ennemi qui pense qu'il est choisi pour dominer les autres car il a des pouvoirs psychiques. Les enjeux évoluent avec les personnages, que ce soit une société secrète qui crée des pouvoirs télékinésiques ou une organisation qui veut dominer le monde, tous ces antagonistes sont présents afin d'offrir un point de vue différent du monde et de leurs pouvoirs qui vont rentrer en collision avec ceux de Mob. Les autres changent par Mob et Mob est changé par eux. La série avance sans jamais être chiante ou redondante, parfois drôle, parfois touchante, parfois putain de badass. C'est vraiment pour moi une des meilleures séries d'animation de ces dernières années, ultra qualitative à tous les niveaux. J'ai du mal à trouver un vrai défaut à part le chara-design simpliste mais qui offre justement une touche d'originalité en plus. Bref, allez voir Mob Psycho, c'est trop bien. Et toi, du coup, Jeff, tu l'as regardé, Mob Psycho? Ouais, enfin, j'ai regardé la première saison, j'ai attaqué la deuxième saison et je l'avais pas fini, mais il faut que je la finisse. Et ouais, c'est assez cool. Enfin, c'est super cool. Déjà, le premier épisode, tu prends une claque monumentale en fait au niveau animation. Hein. Franchement, il était vraiment. Ouais. Je me souviens qu'il était ouf. Tu regardes le premier épisode, en général, t'as envie de savoir la suite. Puis après, c'est amusant parce que si t'as aimé One Punch Man, ça se ressemble, à la fois ça se ressemble pas en fait. C'est un petit peu l'exact opposé, tu vois. C'est une personne qui est assez faible en fait, justement, tu vois, au niveau sport, il est pourri. Et par contre, en fait, à l'intérieur de lui, il a des pouvoirs psychiques qui sont complètement abusés, tu vois. Donc c'est vrai, c'est un peu l'exact opposé, tu vois, de One Punch Man, tout en étant un peu pareil parce qu'il est aussi puissant, tu vois. Enfin, ouais, franchement, c'est super cool. Et en plus, le personnage, justement, que c'est ce que je disais, qui est super intéressant parce qu'en fait, il grandit au fur et à mesure des épisodes, et il apprend des trucs et tu le vois grandir sous tes yeux, en fait. Et, et en fait, il est mu par ce truc, c'est que il a des pouvoirs énormes, il pourrait littéralement dominer le monde, tu vois. Mais il le fait pas juste parce que quand il était gosse, il a été voir justement ce gars un peu menteur qui fait semblant d'être un médium alors qu'il l'est pas. Et du coup, lui, il voit un médium, il se dit genre putain, il est comme moi, c'est trop cool, je vais aller lui parler. Et du coup, le gars, il vient lui parler, il dit ouais, moi j'ai des pouvoirs et tout, mais comment on fait? Et du coup, l'autre pense que c'est un plaisantin, etc. Mais il va lui dire une phrase qui va vraiment marquer Mob, c'est globalement, mec, tu sais, il y a tout plein de gens sur cette terre qui sont bons dans des trucs. C'est-à-dire, il y a un gars qui court super vite, il y a un gars qui est super bon à la cuisine. Bah, toi, t'as des pouvoirs psychiques. Ça fait pas de toi un meilleur humain, ça fait pas de toi un humain supérieur. C'est juste ton talent. Donc, en fait, le but, c'est d'utiliser pour faire le bien. Et juste cette phrase-là, bah, ça va tellement impacter Mob, bah, du coup, qu'il va devenir un gars bien. Et tellement, en fait, il refoule ses pouvoirs, et plus il les refoule, en fait, plus ils deviennent puissants. Que globalement, les pouvoirs psychiques. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais. Bah, c'est un peu ça, sauf que lui, il veut pas les utiliser, par exemple, pour faire du mal aux gens. Que globalement, il aime pas, lui, faire du mal aux gens. Et du coup, quand on l'énerve trop, comme je disais, bah, il devient incontrôlable et il leur fait du mal. Et du coup, quand il gagne un combat, bah, pour lui, c'est une défaite parce qu'il a pas envie de se battre. Oui, parce que c'était pas son but à la base. C'est ça. Et du coup, tu vois, genre, c'est ça qui est super intéressant, c'est que les enjeux, finalement, c'est jamais est-ce que Mob va réussir à le battre, c'est est-ce qu'il va lui faire comprendre à l'autre son point de vue. Est-ce qu'il va réussir à le faire changer? Ouais, c'est au travers du dialogue en fait que le vrai et de la paix intérieure que le vrai combat se joue en fait. Et c'est surtout en fait à chaque fois il combat contre des gens qui pensent que le pouvoir fait tout et que parce qu'ils ont des pouvoirs psychiques ils sont destinés à dominer le monde. À côté t'as Mob Psycho qui est 1000 fois plus puissant qu'eux qui leur dit bah non. Du coup tous ils comprennent pas, ils disent mais genre par exemple je sais pas à un moment il fait une course. Ouais. Et tu vois lui il veut gagner cette course parce qu'il s'est promis un truc, il veut gagner cette course. Sauf que tout le monde lui dit bah utilise tes pouvoirs, t'es con. Il fait bah non. Non, moi j'ai envie de la gagner comme il faut. Donc évidemment, s'il utilisait ses pouvoirs, il pourrait gagner. Mais non, lui justement, il veut gagner à la loyale. C'est ça qui est super intéressant, c'est que finalement, les choses les plus intéressantes que Mob fait, c'est pas utiliser ses pouvoirs pour faire des trucs. C'est justement, c'est voir à quel point il lutte de toutes ses forces. C'est-à-dire, par exemple, il rentre dans un club de culturisme. Tu le vois courir, tu vois quoi? Il est super faible. Hein. Et tu vois, il abandonne pas. Et du coup, tu vois, sa plus grande force, c'est pas ses pouvoirs psychiques qui font qu'il pourrait dominer le monde. C'est juste qu'il veuille changer sans les utiliser. Qu'il veuille devenir un meilleur être humain sans ça.
Et c'est pour ça qu'on est fiers de lui à la fin de la série, putain. Et ça fait plaisir juste d'avoir un personnage en fait de qui, tu vois, genre tu te dis, putain, c'est un bon gamin, tu vois. T'as envie de lui mettre une petite tape sur la tête et tu vois, genre te Et dire, faire franchement, bien je suis fait le fier de job. toi. Et du coup, Ok. c'est super plaisant. Juste ça, de voir en fait ce gamin qui est mal dans sa peau et qui galère en fait avec lui-même, entre sa culpabilité, entre ses pouvoirs, entre ses responsabilités, et qui essaye juste de s'en sortir en disant je veux devenir le meilleur être humain possible. C'est beau. C'est C'est carrément un beau. bon objectif. Ouais. Tout à fait. Et franchement, les épisodes en plus sont super plaisants à regarder. Je veux dire vraiment, foncez voir Mob Psycho parce que c'est trop bien. Bon, bah, vous l'avez entendu, chers auditeurs, foncez voir Mob Psycho parce que c'est trop bien. Bah, merci Maxime, merci pour tes interventions parmi nous ce soir. Merci beaucoup d'être de retour dans le game pour cette soirée. Ce sera- Maxime m'a remotivé à regarder la suite de Mob Psycho. Je vais franchement, regarder. fait. Ah, Et la saison 3, elle commence très bien en plus, donc franchement, fait. tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Ouais, Jeff. je sais ce qu'il me reste à faire. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y en a beaucoup qui gueulaient parce qu'apparemment dans la suite du manga, il y a très peu d'ennemis. Et tu te dis, ouais, mais Mob, ça n'a jamais été par rapport à ses ennemis. C'est le Justement, principe en fait, du coup. Ouais. C'est con. bah, c'est le principe de justement, c'est comment Mob arrive à changer, à évoluer. C'est ça qui est beau. Toi, Léo, t'as regardé Mob Psycho 100 du coup, parce que t'es resté pas mal silencieux pendant l'intervention de Maxime. Non, je suis très peu calé en animé et en manga, j'avoue. Je ne lis que les plus connus. Ouais. Et Je connais pas. donc j'avoue que Après, je vois le titre passer de temps en temps, mais j'avoue que j'ai jamais regardé, puis ça a jamais. Si je sais Mob même pas de Psycho, quoi ça parle. c'est très, enfin, ça reste quand même un truc de niche, pas un truc de niche, mais tu vois, c'est quand même pas le. Quand tu veux rentrer dans les mangas, c'est pas le truc le plus facile. Ouais. Pas à rentrer dedans, hein, mais c'est pas très très connu, tu vois. Enfin, D'accord. même si l'auteur c'est le même auteur qui a fait One Punch Man, ça reste quand même Ah, c'est pas le même assez auteur connu. que- Moi, je me souviens que le premier épisode de l'animé, il te met une claque directe. Hein. L'animé est fantastique. Hein. Franchement, c'est très 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 bien fait, c'est très très beau. Ils ont gardé en fait le côté un peu rude du dessinateur en fait de base, tout en mettant en fait tout en mettant, on va dire, du dessin qui est ultra performant, enfin ultra beau, avec c'est rythmé, ça saute de partout, et puis t'as ce côté un peu décalé avec le personnage qui est un peu qui est pas très très bien dessiné. Donc ouais, c'est super bien fait. Franchement, c'est super cool. Rien que de regarder déjà le premier épisode, en général, tu t'es déjà conquis parce que c'est super dynamique. Puis c'est super drôle aussi, hein, parce que t'as le personnage qui est très puissant, mais qui est accompagné d'un espèce de charlatan qui est tout le temps avec lui, qui n'y connaît rien, qui a pas de pouvoir psychique, mais qui fait croire qu'il a des pouvoirs psychiques. Enfin, t'as tout ce décalage-là. Et lui, en fait, le personnage principal, qui lui est par contre totalement en admiration sur son maître, qui n'a pas de pouvoir, tu vois. D'accord. Bah merci du coup, Geoff, pour toutes les petites précisions que tu nous as données. Moi, Ouais. ça m'a fait plaisir d'avoir cette petite discussion, cette petite compagnie ce aujourd'hui. C'était très 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 chouette. Merci à tous les deux. Et ben, Pas de pas de rien. soucis. Pas de souci, ouais, à la prochaine Et, fois. Et on remercie aussi Maxime pour sa présence et sa super chronique sur Mob Psycho 100. et merci à vous aussi, chez vous, chères auditrices, chers tous, là où vous êtes. Voilà, sans vous, on n'est rien. Donc n'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à commenter, partager, mettre le pouce bleu, nous suivre sur Instagram, sur Twitch, sur Facebook, partout quoi. Parce qu'on est partout. Récemment, j'ai mis un post. Voilà, en fait, vous prenez n'importe quelle plateforme de podcast qui existe, on est dessus. Il y a Podbean, Amazon. Bref, je vais pas tous les faire parce que j'ai la flemme, mais ils sont tous là. Ils sont dans la description en plus, si jamais vous êtes sur YouTube par exemple. Donc allez voir, ça vaut le coup. Il y a plein de contenu, c'est incroyable. Sur ce, moi je vous dis des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. 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 Bisous. Hop. Moi j'aimerais terminer si ça vous dérange pas sur un petit truc parce que je vais pas vous mentir tous les deux. Dans cet épisode, ça va peut-être couper un petit peu parce que il y a quelques temps, Jeff, t'avais fait un enregistrement avec Maxime. Il avait fait 2 chroniques. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et ça m'avait un peu Oui. embêté d'avoir 2 chroniques d'un même chroniqueur à la suite de chacune 15 minutes. Et du coup, je me suis dit peut-être que j'allais mettre sa chronique ici, du coup. Et c'était sa chronique sur Mob Psycho 100. Je sais pas si tu t'en souviens, D'accord, très bien. Jeff. Et du coup, Oui. j'aimerais bien la mettre là-dedans. Et je me demandais, toi, Léo, si tu avais regardé un petit peu justement Mob Psycho, qui est un